Une citation de Paul Claudel, l'enthousiasme est le levain qui fait lever la pâte. J'aime bien cette allitération du levain qui fait lever la pâte. Moi qui suis fils d'artisan, ça me parle. L'enthousiasme, c'est le secret. L'enthousiasme, au sens propre, enthousiasma en grec, c'est le souffle des dieux. Et c'est ce souffle-là qu'il faut essayer d'aller capter pour ensuite emporter les autres avec soi. C'est magnifique. Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Celle qui vous reçoit. Oui, c'est exactement, on est reçu chez vous, c'est très intime, très agréable. Oui, parce que d'ordinaire, c'est plutôt vous qui recevez à peu près toute la France, à force d'histoire. J'aimerais bien raconter très rapidement les grandes lignes de votre itinéraire. Vous êtes né en 67 à Poitiers, dans une famille de commerçants. Vous grandissez 18 ans dans une famille assez fusionnelle et avec un petit frère de 6 ans, votre cadet. Oui. Puis, vous êtes très bien renseigné. Sciences Po, EHESS, des diplômes d'histoire. Vous faites votre service militaire dans un endroit absolument miraculeux pour Château vous. de Vincennes, oui. Château de Vincennes, mais aussi tout de suite dans un service où vous allez recueillir la parole des soldats. C'est exactement ça. Et donc le côté archiviste. C'est ce qu'on appelle de l'histoire orale. C'était très à la mode à l'époque, ça l'est moins maintenant, je pense que ça le redeviendra. Parce que c'est un des moyens qu'à notre époque de mettre de côté de grands souvenirs. Parce que sinon, on est écrasé par la numérisation de tout. Là, au moins, on a la voix, la présence de l'autre, le récit vivant, et pas seulement écrit. Mais par ailleurs, vous continuez à raconter des histoires en permanence. Vous êtes sur Radio Classique tous les jours. Vous êtes sur les grosses têtes depuis presque 6 ans. Oui. Vous suivez le Tour de France depuis 9 ans maintenant, pour France Télévisions. Vous faites des documentaires, des conférences, bref. Vous écrivez aussi des livres, et semble-t-il, la fiction commence à vous chatouiller un peu. Oui, exactement. C'est pour moi, alors ça, c'est quelque chose de très nouveau. Soyons honnêtes, c'est un pari, c'est un pari risqué. Je me lance dans l'écriture d'un roman. Alors vous allez me dire, vous avez déjà écrit un roman autobiographique de Madame de Pompadour. J'avais fait également toute une série romanesque qui s'appelait La Cour des Dames. Ça, c'était au tout début du siècle, et ça racontait tout le parcours de Diane de Poitiers, de tous ceux et toutes celles qu'elle avait croisés. Bon, c'était un peu mes reines maudites à moi. L'expression est de Maurice Druon, j'y tiens. Oui. Il m'avait dit, vous avez fait vos reines maudites. J'avais trouvé que c'était un somptueux hommage. Mais c'était des romans historiques. C'était lié à mon domaine, à ma matière, à ma faculté narrative de l'histoire. Là, c'est quelque chose d'autre. Là, je me lance dans un vrai roman psychologique, contemporain. Je m'amuse beaucoup. Alors moi, je pleure de rire en l'écrivant. C'est pas de très bon signe, parce que j'espère que les gens vont rire autant que moi. Je raconte une croisière. 7 chapitres, 7 journées de croisière. Je vous dis pas ni où, ni comment, ni pourquoi, parce que je me laisse encore un peu de liberté. J'ai pas tout à fait fini d'écrire. Vous en êtes à combien ? Oh, j'en ai fait, je sais pas, j'en ai écrit 70-75% peut-être à peu près. On est presque fait. On est aux 3/4. Vous êtes à la 5e journée, mettons. Oui, exactement. Je suis en milieu de la 5e journée. C'est exactement ça. Donc, merveilleux. Et pourquoi l'eau ? Pourquoi l'eau ? D'abord parce que je voulais mettre à profit l'extraordinaire expérience accumulée pendant toutes ces années. J'ai fait près de 30 croisières, vous imaginez, sur toutes sortes de navires, avec toutes sortes de publics. Avec des conférences à longueur de l'eau. J'ai vu les gens en croisière, j'ai vu comment tout ça se passait, et je voulais en livrer la quintessence, une quintessence à la fois respectueuse et profonde, et en même temps, si possible, inattendue, parce que ce qui m'intéresse, c'est que là, je touche le cœur même de ma narration. Mon but, c'est de surprendre les gens, c'est de les étonner, et c'est d'essayer, dans la mesure du possible, parce que ça c'est le plus difficile mais le plus passionnant, de livrer une sorte de fresque de ce que sont les tempéraments, les caractères, les psychologies humaines. J'aimerais, quand on a refermé le livre, qu'on se dise qu'on a vu à peu près tous les types de personnalités possibles. Donc c'est un La Bruyère contemporain. Un petit quelque chose des caractères flottants. Mais vous m'emmenez vers ma première question, vraiment. Comment ne se lasse-t-on pas de retrouver les mêmes aspérités de tous les caractères, à force de fréquenter des personnages historiques comme vous le faites? Est-ce que vous n'avez pas toujours les mêmes turpitudes en spectacle qui finissent par un peu vous lasser? Non, c'est Jean Bodin qui disait que rien de ce qui était humain ne lui était étranger. Moi, je dirais rien de ce qui est humain ne me lasse ou ne m'ennuie. Ce qui peut m'ennuyer, ce sont les répétitions de
de grands sujets un peu ternes ou un peu morts. Mais dès que les sujets sont irrigués par la sève humaine, dès qu'ils sont palpitants, vivants, ça redevient passionnant. L'histoire, vous savez, c'est un présent. Moi, ce que je fais tous les jours à la radio depuis, j'allais dire 3 décennies, non, mais depuis un quart de siècle en tout cas, ce que je fais, c'est de rendre ce qui paraissait passé présent. Finalement, le passé, le présent, le futur, tout ça, c'est un petit peu une fiction. On le sait maintenant depuis Einstein. Ce que j'essaie, c'est de montrer que pour les gens qui l'ont vécu, ce qui nous apparaît comme une chose passée, était très présente. Et en rendant les choses présentes, vous leur redonnez de la vie. Et quand il y a de la vie, il y a de la vie, il n'y a plus de lassitude. Il y a de l'amour, il y a de la vitalité. C'est ça. Donc c'est l'incarnation. Vous, ce qui vous intéresse, c'est cette incarnation-là. C'est d'imaginer, mais parfois, à l'intérieur de vos récits, vous injectez une part de subjectivité. Bien sûr. Et qui résonne avec la vôtre. Est-ce que vous avez, Franck Ferrand, avec l'expérience, décelé les 2 ou 3 traits de caractère de ces personnages qui vous attiraient particulièrement? Ah, ça c'est une des meilleures questions qu'on m'ait posées. Mais comme toutes les très bonnes questions, elles mériteraient une longue réflexion. En gros, je dirais qu'il y a des choses qui me frappent toujours. Je suis très preneur, très réceptif à tout ce qui est contrasté, à ce qui n'est pas ton sur ton. J'aime les gestes de bonté chez des personnages qu'on croirait inaccessibles à toute forme d'humanité. Et j'aime au contraire les accès de dureté, parfois incompréhensibles chez des personnes qu'on croirait faites de la pâte la plus tendre. Ça m'intéresse. Un autre aspect qui m'intéresse beaucoup, ce sont les personnes qui essaient de poursuivre une chimère, vous savez, qui suivent leurs rêves, qui sont les enfants de leurs rêves en quelque sorte. Parce que, je l'ai constaté très souvent avec ma propre vie, finalement, on ne peut guère appréhender le monde qu'à travers ce qu'on a vécu soi-même. Ce qu'il y a de fascinant avec les rêves qu'on peut faire sur la vie, c'est qu'un jour ou l'autre, ils finissent toujours par se réaliser. Et ils se réalisent différemment, mais je serais tenté de dire mieux. Ce que la vie vous donne... opportun. Ah oui. Et ce que la vie vous donne est presque toujours mieux que ce que vous aviez rêvé, à condition d'y rêver beaucoup, longtemps. Tout ça, c'est une question de centre de gravité et d'intensité. Vous savez, ça, ce sont les 2 secrets de la vie, hein, l'intensité et la gravité. J'y crois absolument, moi, ça. Et puis, pour aller jusqu'au bout d'une réponse, puisque vous m'avez demandé les 3 aspects qui m'intéressent chez un être humain, et qu'est-ce qui fait que je vais m'intéresser plus ou moins à tel ou tel parcours. Ça, c'est peut-être mon parcours aussi. C'est la mobilité sociale. Je suis fasciné par les impératrices qui finissent dans le caniveau, ou au contraire par les petites mendiantes qui finissent impératrices. Ça me fascine. Cette espèce de mobilité, d'ascenseur dans les 2 sens. Parfois, d'ailleurs, la montée ne fait que précéder la descente, mais ça, j'avoue que ça m'intéresse. Et alors, ce qui vous intéresse, c'est l'intact dans le personnage à ce moment-là? Oui. L'intact, ce qui est resté pur et intact et égal. Ce qui est resté vrai et ce qui est resté égal, voilà, vous avez raison, c'est-à-dire ce qui, d'une certaine manière, fait la substance, la substantifique moelle du bonhomme ou de la bonne femme. Aller chercher la vérité d'un être, mais c'est ce que vous faites, vous, mieux que bien. Jamais. On n'est jamais au bout de cette quête, mais on s'y hasarde. Alors avec l'histoire, la profondeur de l'histoire, vous avez quand même accès à des sources biaisées ou des fragments d'une personnalité. Mais ce qui est intéressant, c'est comment votre sensibilité à vous, Franck Ferrand, parvient à enrober toutes les ellipses de cette histoire. Ah, c'est assez bien vu, oui, on voit que vous avez écouté mes émissions, j'en suis très flatté. Mais je pense que vous êtes hypersensible. Oui, je suis un hypersensible qui contrarié, je dirais, qui a essayé de se soigner, ça c'est incontestable. Je suis très attentif à des détails qui relèvent du tic obsessionnel, hein, j'en suis très... Mais moi, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le personnage de fiction, l'inspecteur, Monk, là, le fameux Mr. Monk, je ne sais pas si vous connaissez, qui est bourré de 150 000 tocs. Moi, je me reconnais là-dedans. Hercule Poirot, Colombo... Alors, Hercule Poirot, c'est mon idole. Oui. Et Colombo, mais vous allez au fond, en fait, vous allez chercher l'espèce de... Chacun a sa méthode. Oui. Ce qu'il y a de fantastique chez Poirot, c'est qu'il a l'intelligence des choses et des êtres. Ça, pour moi, il est au-dessus de tous les autres, lui. Ce personnage d'Agatha Christie est très au-dessus des autres enquêteurs, parce qu'il est celui
qui a compris que ce qui compte au fond du fond, c'est une vibration. Il va chercher cette onde, il va chercher cette vibration et elle lui permet d'élucider des énigmes. Bon. Colombo, c'est plus basique, c'est plus américain, on va dire. Hein. Mais j'aime beaucoup Colombo parce qu'alors lui, c'est la revanche sociale d'une certaine manière. C'est le petit bonhomme qui a l'air de rien et qui en fait piège les milliardaires. Par ses tocs. Parce qu'il arrive avec plein de questions détournées sur les femmes, des récits complètement incongrus. Et à partir de là, il va chercher quelque chose de très solide. Et n'oubliez pas, alors je mettrai de côté Sherlock Holmes parce que lui m'amuse moins, mais n'oubliez pas Maigret, dans un autre registre. Ouais. Maigret, c'est l'empathie. Et c'est la psychologie, c'est la compréhension de l'autre. C'est peut-être moins subtil que les anglo-saxons, mais c'est tellement efficace. Alors on se demande soudain, en vous écoutant, qui est la figure scolaire, maternelle, qui vous a raconté si bien ces histoires? C'est une institutrice. C'est une institutrice, Michel Giraudot, que j'ai eue lorsque j'étais en CE1 et en CE2. Donc 7-8 ans. 7-8 ans. Et tous les jours, elle fermait les rideaux de la classe. Et pas tous les jours, toutes les semaines, pardon. Une fois par semaine. C'était le jeudi après-midi de mémoire. Parce que c'était déjà l'époque où le jour de repos était le mercredi. Et elle nous racontait, alors elle projetait une image, une diapo, alors elle nous montrait par exemple le champ de bataille de Bouvines, ou la cour de François Ier, ou Napoléon à l'île d'Elbe. Image immobile. Immobile, oui, en noir et blanc à l'époque. Et le récit ? Et elle se mettait à raconter, mais elle racontait tellement que je vous assure qu'il y avait dans la classe des élèves qui se disaient mais elle y était sans doute, elle a connu ça. Il y a une petite fille un jour, son prénom c'était Agathe, elle lui avait dit mais madame, comment vous vous souvenez de tout ça? Mais elle ne se souvenait pas, elle nous racontait. Mais le souvenir et la narration se confondaient dans un espace de vie, vous voyez qu'on y revient. Finalement la narration c'est peut-être ma planche de salut, moi. C'est possible ça. Je le crois. Venez avec moi, on en va parler. Franck Ferrand, nous ne sommes pas encore en croisière ensemble, mais nous sommes le croire, il suffit sur une sorte de bateau. La mer derrière ces rideaux. On y est. J'ai une question très à brûle-pourpoint. Comment arrivez-vous à renouveler en permanence votre élan vers des histoires alors que vous les avez à peu près toutes lues, toutes découvertes et toutes rencontrées? Alors d'abord, ce sont souvent les histoires qui m'animent, plus que moi qui les anime. Il ne faut pas inverser les rôles. C'est parce que je suis avec ces personnages, dans ces situations, etc. Je racontais par exemple là l'histoire de ce prêtre, le père Jacquinot, qui va sauver 300 000 civils chinois au moment de l'invasion japonaise en 1937 à Shanghai. Au moment où vous racontez ça, quand vous voyez ce bonhomme qui est obligé d'aller voir les consuls, qui dit « je vais créer une zone, à l'intérieur de cette zone, vous n'aurez pas le droit d'entrer avec des armes, etc. » Comment voulez-vous pas être pris? C'est lui qui vous emporte, c'est lui qui fait vivre le sujet. Vous êtes le prêtre ou l'un des enfants dans ce moment-là? Dans ce moment-là, je suis toujours aux côtés. Je ne suis pas le personnage, mais c'est comme si j'étais... Alors ça, c'est amusant. J'avais jamais eu l'occasion de dire ça, mais c'est comme si j'étais sur son épaule un peu, vous voyez. Je suis au plus près, voilà. Je ne suis pas dans la personne, mais je ne suis pas non plus à distance. Je suis au plus près. Séparé mais présent. Voilà, c'est exactement ça. Il faut que je puisse entendre la personne respirer et il faut que je puisse avoir quasiment sa palpitation. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui, somme toute, est assez intime dans l'accompagnement du personnage. Vous avez souvent été comme ça, enfant, par exemple, très proche de quelqu'un? Ah non, moi je suis très distant par essence, c'était tout mon problème. Moi j'ai un énorme problème de relationnel. Il a fallu... Ça se voit pas du tout. Non, plus maintenant, mais parce que vous savez, toute une vie, toute la vie c'est un exercice, oui. C'est un travail. Oui. Et j'ai peu à peu découvert qu'on pouvait s'approcher des gens, qu'on pouvait toucher les gens, qu'on pouvait caresser les gens. Mais pour moi, c'était une chose impensable. Il a fallu un vrai travail pour y arriver. Vous étiez à une distance qui vous permettait de respirer votre liberté, d'être sûr de ne pas être... De ne pas être envahi d'une certaine manière. Il y a toujours eu chez moi, parce que peut-être j'ai reçu beaucoup d'amour, ça c'est un fait, toujours eu le sentiment, la crainte d'être un peu envahi. Et donc j'ai besoin de grands espaces, j'ai besoin de solitude. Moi je peux très bien vivre 4 jours sans voir âme qui vive et être heureux, très heureux même. Et même pas au téléphone, juste dans les livres? Absolument. Ou dans la campagne? Ou dans mes songes, ou dans mes écrits, etc. Et il y a une autre façon de rendre les choses toujours plus vivantes et toujours plus neuves, c'est de les considérer comme telles. C'est de regarder tout ce que vous voyez comme si c'était la première fois. C'est très dur, hein, c'est un exercice, mais au début on y arrive plus ou moins, puis petit à petit on progresse. Et au bout d'un moment, quand vous ouvrez l'œil sur quelque chose, vous ne vous dites pas « bon, ça c'est une table basse », vous vous dites « quel étrange objet !»
Et comme il est bizarre, et sa forme, sa texture, sa température, tout ça devient un phénomène. Ça, c'est passionnant. C'est le petit Léonard de Vinci qui se promenait dans la campagne de Florence avec son grand-père paternel et qui apprenait à observer les insectes comme s'il les voyait à chaque fois pour la première fois. Il disait à son grand-père « Oh, grand-père, une sauterelle !» Et le grand-père lui disait « Non, regarde ça, c'est une merveille. » Pollocchio, lui disait-il dans le jargon florentin, ça veut dire « ouvre l'œil ». Je pense que dans la vie, il faut continuer à toujours, dans la mesure du possible, ouvrir l'œil. C'est en tout cas un idéal. Après, dans la pratique, on fait ce qu'on peut. Parfois, on a les yeux à demi fermés. Oui, ou avec des œillères qui nous arrangent. Alors moi, franchement, je ne vais pas me donner à moi-même des compliments, mais je ne pense pas avoir beaucoup d'œillères. J'aimerais bien qu'on me dise quelles sont mes œillères. Et mon problème dans la vie, c'est de croiser en permanence des gens qui ont des œillères, justement. Et qui attisent votre curiosité en permanence, oui, aussi, même derrière leurs œillères. Vous essayez de les décoller un peu. Mais dans le fond, est-ce que vous diriez, Franck Ferrand, que l'histoire est cyclique, que finalement on est tout le temps au retour du même? Vous dites l'inverse, vous, dans votre... Coule. Oui, non, mais dans votre exercice, dans votre discipline à vous, il y a ce désir de renouveler par votre regard une personne ou de le regarder différemment, mais les choses elles-mêmes sont-elles répétitives? L'histoire en tant que telle, historia en grec, c'est l'enquête, c'est créé par un homme qui s'appelle Hérodote, qui est un ami de Sophocle. Et Sophocle, comme Hérodote, sont ces auteurs qui ont sorti l'Occident du cycle. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont dit, il n'y a pas que les saisons dans la vie, il n'y a pas que la naissance et la mort et la répétition, il y a une ligne qui se trace et une histoire qui s'écrit. Ça, c'est l'héritage d'Hérodote. Donc, quand vous êtes historien, un historien occidental, vous avez tendance à considérer que rien ne se répète, que tout est toujours nouveau. Sauf que, à force d'étudier les civilisations, de les comparer, de s'y intéresser, à force de lire un homme comme Arnold Toynbee, qui, moi, a enchanté mon adolescence. Et Arnold Toynbee connaissait non seulement toutes les civilisations et toutes les cultures de l'histoire de l'humanité, vous imaginez, la mémoire extravagante, la culture phénoménale d'un personnage comme celui-là. C'était des bibliothèques vivantes, un homme comme Toynbee. Un personnage de Borges. Exactement, c'est la bibliothèque de Borges, dans ce qu'elle a de vertigineux. Et il y avait chez Toynbee cette capacité à comprendre que derrière la nouveauté radicale de l'événement, de ce qui se produit, se trouvent en fait des répétitions profondes. C'est comme si vous aviez les vagues à la surface qui, elles, sont toujours différentes, à l'infini, et qui vous surprendront quoi qu'il arrive. N'essayez pas de savoir ce qui va se passer, le résultat d'une élection ou l'avenir d'un homme politique. Vous ne le comprendrez jamais. Vous serez toujours surpris. En revanche, la manière dont il va se positionner ou la façon dont le corps électoral va réagir, ça appartient aux grands courants marins des profondeurs qui, eux, alors oui, sont toujours les mêmes. L'amour, dans tout ça, c'est un surgissement fou. Dans le cours de l'histoire, c'est l'espace de l'irrationalité pure. Oui, en tout cas, c'est l'espace essentiel de la créativité, de la nouveauté. Elle est là, elle est dans et avec l'amour. Est-ce que l'amour, ça n'est pas le carburant de l'humanité, mais au-delà de l'humanité, du réel, du monde, tout simplement? Là, vous parlez de l'amour de la vie, des grands... Non, je parle de l'amour. Moi, je vous parle de l'amour interpersonnel. Sentimental. Oui, l'impression que quelque chose surgit qui arrête une trajectoire telle qu'elle était lancée. Vous savez, il y a plusieurs... Et qui la développe ailleurs. Il y a plusieurs types d'amour. Il y a l'éros, qui est l'amour-passion charnel, extraordinaire d'ailleurs, et qui, heureusement, me sert beaucoup, moi, puisque je raconte beaucoup de passions amoureuses. Dans les grands hommes dont vous parlez tout le temps, et les femmes, il y a toujours cette... Bien sûr, c'est fondamental. Vous savez, une grande partie des choses qui sont faites ou qui sont dites dans ce monde le sont par amour. Voilà. Si l'on avait accès aux coulisses, très souvent, on se dirait « mais c'est pas possible ». Elle dit ça uniquement pour se faire remarquer d'un tel ou pour... etc. C'est extraordinaire, ça. Bon, ça, c'est incontestable. C'est l'éros. Mais vous avez aussi la philia. La philia, c'est la capacité à comprendre au sens le plus fort qui soit l'autre. C'est l'amour. Prendre à l'intérieur. C'est le vrai amour, ça.
C'est celui de l'épaule. Voilà, et c'est celui qu'on peut souhaiter à n'importe qui. Parce que la passion, c'est très beau, ça laisse... je fais ça en vous disant... Oui, ça nous fatigue beaucoup. Oui, ça fatigue parfois et ça peut laisser des traces. Mais la philia, c'est-à-dire cette capacité englobante de s'approcher de quelqu'un en maintenant son altérité radicale, en comprenant que l'autre sera toujours l'autre, en ne faisant pas d'effort pour l'accaparer. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et puis, n'oublions pas, parce que vous l'avez un peu évacué, j'ai senti ça vous gonflait là tout à l'heure, mais n'oublions pas l'agapé, qui est le grand amour. Alors, c'est l'amour des chrétiens, l'agapé, hein, mais c'est-à-dire c'est l'amour de Dieu ou l'amour de la nature, selon vos croyances, qui irrigue complètement le monde et la réalité. Cette agapé-là, je trouve qu'elle mérite quand même d'être ressentie et même peut-être apprivoisée. Franck Ferrand, en vous écoutant, je sens que vous êtes complètement dans la fibre de ce que vous dites, toujours, comme si vous faisiez corps avec les histoires que vous racontiez. Il n'y a pas cette distance que j'imaginais entre vous et les personnages dont vous parlez. Est-ce que, dans le fond, il y a quelque chose de vous qui vous inquiète et qui exige que vous vous décentriez à ce point vers ces personnages? Vous voulez dire que je me fuirais dans les personnages? Voilà. Peut-être. Est-ce qu'on ne se fuit pas un peu dans toutes les passions qu'on peut avoir? Je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à analyser ça autrement, mais peut-être que je me trompe. Après tout, il y a un côté psy dans votre... dans mon canapé, dans mon divan. Mais allongez-vous vraiment, alors. Peut-être que je vais comprendre quelque chose que j'avais pas bien saisi jusqu'ici. Moi, il me semble que ce qui me porte vers toutes ces histoires, vers toutes ces périodes... et d'ailleurs maintenant l'intelligence artificielle nous permet de le faire, vous avez vu, avec une efficacité folle. Vous vous projetez dans Byzance au XVe siècle avant notre ère. Oui, mais il manquera toujours justement. Oui, certes, mais enfin ce que je veux dire c'est qu'on a plus de moyens de le faire qu'on en avait il y a 20 ans, ça c'est certain, ou 100 ans, bien davantage. En revanche, il y a 100 ans, on avait une culture qui permettait de le faire, qui malheureusement aujourd'hui disparaît. Qui sera remplacée par l'intelligence artificielle. Car la culture, il faut l'avoir avec soi. Bien sûr. Si vous voulez vous plonger dans Babylone, il faut savoir à quoi ressemblait Babylone, comment était la ville, qui régnait à quelle époque. Parce que si vous ne le savez pas vous-même, et que vous êtes obligé d'aller le chercher dans un livre ou sur Internet, vous allez perdre la substance qui vous permet de rêver. Bon, je ferme cette petite parenthèse, ce petit coup de pied de l'âne, là, parce que je crois beaucoup à l'apprentissage par cœur et au bienfait d'emmagasiner des savoirs. C'est très mal vu, ça, aujourd'hui. On dit qu'il vaut mieux, Plage Jean Montaigne, qu'il vaut mieux une tête bien faite que bien pleine. Moi, je pense qu'il faut qu'elle soit aussi pleine qu'elle est bien faite. C'est fondamental. Enfin, elle n'est bien faite que parce qu'elle a été remplie. Exactement, je le crois absolument. Et pour vous, donc, c'est une menace, l'intelligence artificielle, pour un métier comme le vôtre? Est-ce que vous pensez que la façon dont on pourra raconter l'histoire, transmettre, comme ça, à froid, avec des faits qui se succèdent, sans relief, et peut mettre en danger notre rapport au passé? Comme tout instrument, c'est la meilleure et la pire des choses, hein, c'est la langue d'Ésope. D'un côté, il est évident que cette intelligence artificielle nous ouvre des perspectives complètement phénoménales. Vous imaginez qu'en quelques heures, une intelligence artificielle peut balayer des fonds d'archives que certains chercheurs auraient mis une vie, je dis bien une vie, à éplucher. Ce qui veut dire que la plupart d'ailleurs dormaient. Vous aviez des fonds d'archives sur des kilomètres qui ne servent à rien ni personne, jamais. Et vous y avez recours, vous, un peu à l'intelligence artificielle? Alors moi, je ne fais pas de recherche, mais j'utilise et j'essaie de mettre en valeur les travaux de ceux qui font de la recherche. Donc d'un côté, l'intelligence artificielle est un instrument qu'on peut qualifier de merveilleux. Je vous parlais là des reconstitutions en 3D. Je visitais l'exposition Grand Dauphin à Versailles. Vous êtes carrément, on vous promène dans le palais, enfin, qui s'appelait donc le Meudon, hein, le château de Meudon, qui était le domaine du Grand Dauphin. Mais vous imaginez, avant, comme ça aurait été difficile de faire comprendre, il aurait fallu faire des maquettes, etc. C'était très lourd. Là, aujourd'hui, vous vous promenez là-dedans, ça c'est merveilleux. Et puis, il y a deux inconvénients. Un inconvénient circonstanciel, et ça c'est quand même bien embêtant, c'est que ça va remplacer beaucoup de monde. Pour écrire un joli texte d'histoire, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'auteur. L'intelligence artificielle le fait parfaitement. Il faudra une patte, on cherchera la patte subjective de quelqu'un. On lui dira, mets-moi la patte d'un tel, et hop, il le fait, c'est très bien. Mets-moi la patte de Franck Ferrand pour raconter la duchesse d'Angoulême. C'est stupéfiant. Et comme en plus, ils ont réussi à synthétiser ma voix, je ne dirais pas qui a fait ça, ils arrivent à faire lire le texte avec ma voix et mon rire. Donc on a vraiment l'impression que c'est moi. Hein. Il n'y a plus besoin de Franck Ferrand. Et le tête-à-tête avec votre propre voix, ouais, pas très plaisant. Ça vous a fait... ouais, c'est très agréable. Parce que quand c'est un imitateur qui vous singe, paye votre tête. Là, vous voyez bien la différence. À la limite, ça ne fait pas grand-chose, sinon que ça flatte un peu l'ego. Alors que là,
vous avez l'impression d'un dédoublement assez malsain, je trouve. Et deuxième. Alors là, il y a une chose beaucoup plus grave avec l'intelligence artificielle, c'est que nous sommes en train de fabriquer des calculateurs d'une puissance des milliers de fois, des milliers de milliards de fois supérieure aux capacités d'un esprit humain. Et donc, on finit par se demander si ces calculateurs, à terme, ne seraient pas en mesure de prendre le pouvoir. Non, mais ça, objectivement, on peut se poser la question. Alors, avant qu'ils arrivent au niveau d'intuition et de spontanéité du cerveau humain, je crois qu'il y a beaucoup de temps à passer, 10 puissance 70 000 milliards. 10 puissance 70 000 milliards, c'est le nombre de connexions possibles entre nos différents neurones. Donc, ça, je pense qu'aucune machine, pendant très longtemps... Ils peuvent être vraisemblables. C'est ça qui est grave. C'est que par mimétisme et par analogie, on peut avoir de ces calculateurs puissantissimes qui sont sinon en mesure d'inventer comme l'humain, en tout cas de dominer l'humain. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est pas à moi de répondre à une question comme celle-là, mais il me paraît nécessaire de se la poser quand même. Et la question se pose sur la qualité de la transmission. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un enfant qui écouterait des histoires justement sous forme numérisée, avec une voix désincarnée ou une voix mimétique d'un être réel, entendrait aussi bien, comprendrait aussi bien cette histoire que si son père, ses parents, des amis, des professeurs racontaient cette histoire physiquement? Est-ce qu'on a fait des études là-dessus? J'essaierai de vous répondre. Vous avez vu les travaux conceptuels que vous m'obligez à faire. J'essaierai de vous répondre. Pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. En prenant l'approche de Roland Barthes dans un très beau texte qui s'appelle L'Obvis et l'Obtus, où Barthes dit qu'il y a, il prend lui l'exemple du film d'Eisenstein, Ivan le Terrible. Bon, très bien. Et il dit que quand vous regardez Ivan le Terrible, c'est l'histoire qu'on vous raconte, si vous voulez, vous avez un premier niveau, dénotatif, le niveau où les choses sont dites. Bon, ça, l'intelligence artificielle, non seulement le fait aussi bien que l'humain, mais soyons très honnêtes, elle le fait mieux. Elle le fait plus vite, elle le fait plus sûrement, elle le fait en... Précisé. Voilà, et elle le fait en respectant mieux les capacités du cerveau d'en face à percevoir la chose. Donc, de ce point de vue-là, ça marche très bien. Ensuite, vous avez ce que Barthes appelle le niveau symbolique, c'est-à-dire les effets de noir et blanc, les formes utilisées, la succession des plans, le regard, etc., dans ce qu'ils veulent dire, le sens qu'ils apportent. C'est-à-dire que vous avez l'histoire qu'on raconte et puis le sens qu'on donne à l'histoire. Et, dit Barthes, c'est là que c'est passionnant, il dit que quand on a quand on a évoqué ces deux sens, on n'a pas épuisé le sens. Et il dit qu'il y a dans le film quelque chose qui n'appartient pas au dicible, qui est de l'ordre de l'indicible, mais qui fait qu'on va adhérer plus ou moins à ce film. Il y a des gens qui vont adorer ce film, qui vont le regarder 50 fois, d'autres qui, au contraire, n'iront pas jusqu'au bout. Pourquoi? Ce n'est pas lié à l'histoire qu'on vous raconte et ce n'est pas lié au symbole qu'on vous montre. C'est lié à l'espèce de discours non discursif que vous ressentez par vos fibres. Et ça, je pense que pour le moment, l'intelligence artificielle n'y a pas accès. J'adhère à Franck Ferrand. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et on vous suit. Radio Classique, Grosse Tête. Et bientôt un roman, mais on n'en dit pas plus. Allez. Laissons l'histoire. Je me faisais gronder dans l'oreillette.